crains qu'aujourd'hui le choix de monsieur ne soit pas des plus judicieux. Si je peux juste me permettre, Tu ne te permets juste rien du tout. Tu vas d'abord me soigner cette mauvaise peau et ensuite tu te permets. Hein? Bonjour à tous et bienvenue dans La Quinzaine, épisode 10. Cette semaine, La Quinzaine fait le grand écart. Après avoir parlé du meilleur du cinéma américain dans l'épisode précédent, avec Pentagon Papers, nous parlons aujourd'hui du pire, du cinéma français. Les Tuches, 3ème épisode. Cette semaine, on s'est sacrifié pour vous, on s'est infligé ce film collectivement, pour que vous puissiez avoir un avis sur le film sans jamais avoir déboursé les 10 € de la place de cinéma. Donc comme un peu plus de 3,5 millions de Français à cette heure-ci, on a été voir Les Tuches 3, on va vous dire ce que l'on en a pensé, et ce sera surtout pour nous l'occasion de revenir sur l'intégralité de cette saga, et de poser la question qui nous brûle les lèvres depuis 2 semaines, comment un truc pareil peut-il marcher aussi bien en France ? Je m'appelle Jacques, et cette semaine j'aurai la voix un peu enrhumée comme vous pouvez l'entendre, mais je ne voulais pas laisser seuls mes 2 compères dans cette galère. Je suis toujours accompagné de Camille, salut Camille. Salut Jacques. Et d'Ambroise, salut Ambroise. Bonjour Jacques. Nombreux spoilers à prévoir tout au long de l'émission aujourd'hui, mais on s'en fout un petit peu, parce qu'après tout, qui s'intéresse vraiment à la fin des Tuches 3 ? Bon, avant de parler de notre film de la quinzaine, je vous propose de prendre une dernière respiration, en faisant un petit détour par le reste de l'actu ciné. Camille, je crois que tu étais voir Phantom Thread. Oui, exactement. Donc c'est réalisé par Paul Thomas Anderson et donc l'acteur principal c'est Daniel Day-Lewis qui joue un couturier assez maniaque, obsédé, pas sexuellement du tout pour le coup, mais plutôt par son travail, et qui va rencontrer une muse, sa muse, et c'est absolument magnifique. C'est peut-être un des meilleurs films que j'ai vu ces derniers temps et ces quelques dernières années. C'est à toute beauté, d'une justesse incroyable, mais je vous conseille vraiment d'aller le voir. Ouais. Et surtout que c'est peut-être le dernier film de Daniel Day-Lewis, qui a dit qu'il a arrêté sa carrière après celui-là. Oui, c'est ça. Mais dit ça après chacun de ses films. D'accord. Puisque comme ça, il se laisse l'occasion de pouvoir abandonner à chaque fois. D'accord, le mec se fait désirer, il a un petit Oscar à chaque fois, puis ensuite il revient. Et il est long le film ou pas ? Il dure 2h10. Ouais, il est toujours, je sais pas, Thomas Anderson, il n'arrive pas à faire des films courts. Ouais, j'aime beaucoup, mais... c'est le problème quand tu fais des bons films. Et Bon. Les Tuches font 1h35. C'est QFD. On a parlé de bons films, on va maintenant passer à notre film de la quinzaine, Les Tuches 3. C'est réalisé par Olivier Barou, avec comme acteurs principaux maintenant les traditionnels Jean-Paul Rouve et Isabelle Nanty, dans le rôle de Jeff Tuche et de Cathy Tuche. Ambroise, tu peux nous faire le pitch du film s'il te plaît ? Oui, alors rapidement, dans les 3 films, le premier on suit donc la famille Tuche qui vient de Bouzels, qui est une famille populaire, qui gagnait à la loterie et qui s'installait à Monaco. Dans le 2e épisode, on suivait leur voyage en Amérique. Et dans le 3e dont on va parler là, on suit du coup Jeff Tuche qui se présente à l'élection présidentielle et qui contre toute attente va en sortir vainqueur. Et donc on va observer par la suite toutes les péripéties qui peuvent lui arriver en tant que président. Voilà, donc 3e épisode d'une série qui a, je sais pas, maintenant presque 10 ans, non ? Au moins. 2011 le premier, donc 2011, ça fait 7 ans, ouais. Ah ouais, déjà 7 ans, putain. Camille, qu'est-ce que t'as pensé de ce film ? Alors, déjà, je pensais jamais aller voir Les Tuches, en fait. Aucun de nous ici. Du coup, c'était presque anthropologique au début. C'est globalement très facile, en fait. C'est en fait les mêmes situations qui sont constamment mise en scène à chacun des films. Ouais. Et c'est du comique de situation assez basique. Il y a assez peu de gags drôles, en tout cas qui m'ont fait rire. Et dans la salle, j'ai pas vu grand monde qui rigolait, à part les enfants de, je crois, 8 ans, qui étaient juste en face de moi, mais qui eux rigolaient beaucoup en tout cas. Okay. et le côté satire politique, même s'il a un intérêt, il est vraiment pas poussé jusqu'au bout. Ah non, c'est du propos de comptoir. C'est vraiment assez basique. Très très bas, ouais. Mais après, le diagnostic qui est posé au début, je le trouvais assez marrant et assez juste en soi. Pas non plus d'une grande bêtise, quoi. Ouais. Mais le reste est un peu sans intérêt. Ambroise, toi, ton avis ? Moi, je trouve le film affligeant, mais après, c'est facile de tirer sur l'ambulance, mais
c'est un film assez clivant au final. On se rend compte que il y a ceux qui adhèrent et ceux qui adhèrent pas. J'ai l'impression qu'il peut pas y avoir de juste milieu. Et moi, je fais vraiment partie de la deuxième catégorie pour le coup. Et moi, en fait, ce qui me dérange sur les films, c'est que c'est des films hyper paresseux, quoi, que ce soit les trois. Ouais. En fait, je trouve que ce soit dans les blagues, dans le scénario, dans les personnages, et puis dans la mise en scène, c'est une horreur. Enfin, la lumière, elle est horrible. Olivier Barrault, c'est vraiment un très très mauvais metteur en scène. Mais ça, à la limite, tu vois, la mise en scène, on s'en fout un peu, quoi. Et je suis désolé, non, moi, c'est une comédie alors, française. moi, je suis vraiment pas d'accord là-dessus. Mais il faut pas avoir les tuches pour ça. Mais quoi. justement, mais quand on avait parlé du Pontel, on disait à quel point on trouvait ça agréable et assez intéressant la manière dont il pouvait mettre en scène et il pouvait avoir un minimum de recherche, un minimum d'ambition. Oui. Là, il n'y en a pas. Et de manière esthétique, il n'y a aucune ambition. C'est assez affligeant. Mais c'est même pas une question d'avoir de l'ambition, c'est juste de faire pour moi le strict minimum, quoi. Là, c'est vraiment filmé comme un téléfilm. Je trouve ça horrible. Enfin, tous les plans, ils sont hideux. La Il y a scène pas de- d'ouverture qui est dégueulasse avec Mais oui, avec les ça effets commence avec spéciaux un plan horribles, séquence. qui est un plan Mais qui est séquence, mais qui est atroce. peut-être un des plus moches que j'ai jamais mais vu. oui. Le gros plan sur la table. Ah, Oui, oui. Mais clairement, oui, mais clairement c'est avec- flou, c'est granuleux, en plus c'est censé être drôle, Puis là où je parle de paresse aussi en termes scénaristiques, j'en avais parlé avec toi, Jacques, c'est que en fait ça utilise un principe de la voix off, du coup, qui lance le film pour essayer de faire passer ça Ouais. pour une fable, et qui dit chaque personnage, en fait, c'est dit, voilà, nous c'est les tuches, ça c'est le père il est comme ça, la mère elle est comme ça, il y a le fils il est comme ça, et ainsi de suite. Et en fait c'est vraiment le principe le plus paresseux de l'histoire en Ouais, c'est termes le de niveau scénarisation. zéro. C'est exactement le niveau zéro, parce que au lieu d'introduire les personnages à travers des situations qui permettent de comprendre quelles sont leurs caractéristiques, quelle est la personnalité de chacun, en fait c'est dit comme ça et puis c'est bouclé en 5 minutes, et en fait ça prouve qu'il y a vraiment aucune recherche là-dessus. Ouais. Et puis voilà, moi c'est pas drôle, enfin, vraiment ça me fait pas rire du tout. Mais justement, sur ce point, ce que je trouvais, parce que du coup, je me suis tapé le 1 et le 2, et dans le 1, la voix off est faite par le petit garçon, Le gamin. Ouais. du coup, et Coin. et coin exactement, et qui est le Arrêtez. on avait dit pas de blague. et qui est donc le plus intelligent et le plus susceptible de ressembler au regard du spectateur. Et à mon avis, c'est la clé de réussite du premier. Ouais. Et c'est Et ce du qui- deuxième et aussi, c'est- du coup. et du deuxième, et c'est ça qui marche pas dans le troisième. Ça devient Cathy Tuche qui est la narratrice. Et pour moi, ça ne marche plus, parce que ce qui marchait dans le 1 et le 2, enfin qui marchait entre guillemets, mais qui en tout cas faisait qu'il y avait un minimum de projection, c'était la voix off de Donald, du coup, qui permettait de mettre de la distance entre ce qui était montré Ouais, bien et sûr. le niveau de lecture. Et ce qu'on n'a plus du tout dans le 3. Mm. Et qui est pour moi une réelle erreur de la part de du scénario. Ouais, Et parce que moi, en plus, j'ai l'impression qu'ils ont réussi à gâcher le seul personnage un minimum intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, au début, de Donald, donc le petit dernier de la famille, dans le premier, il s'avère être un génie, etc. C'est un personnage, du coup, qui est très intelligent, qui sort sa famille de la merde dans le premier épisode. Dans le deuxième, va aux États-Unis faire des grandes études, etc. Dans le troisième, il est rentré à Polytechnique. Et au final, cette évolution-là, elle s'arrête là. C'est-à-dire que c'est le seul personnage qui évolue un tout petit peu. Et là, ils en font juste un gamin qui ne pense qu'à baiser, à tirer son coup. Et c'est ça le niveau zéro, et pendant tout le film, c'est le fil rouge du personnage. Ouais, il apparaît C'est- quasiment pas pendant les 3 quarts du film. Non, mais pendant longtemps, j'ai cru qu'il allait avoir de vrais problèmes, mais en fait, il voulait juste baiser. C'est ça, exactement. Et je sais pas si c'est drôle ou pas, du coup, mais quand j'ai vu ça, j'étais affligé. Vraiment. En fait, c'est peut-être très intelligent et il a fait une extrêmement belle allégorie de l'adolescence, de ce que c'est vraiment. Arrêtez, on oublie Spider-Man. En fait, Olivier Barrault est un grand sociologue. Bon, Ambroise, t'as parlé de la paresse de la mise en scène, etc. Mais moi, ce qui m'a aussi frappé, c'est la paresse de l'histoire et des gags, dans la mesure où j'ai le sentiment qu'on a les mêmes gags à chaque fois, que ce soit à Monaco, aux États-Unis ou à la Palais de l'Élysée, on a toujours les mêmes blagues sur les frites, sur le jeune qui fait à la maison de bâtard, etc. Mm. Et c'est les mêmes situations qui sont transposées Ouais. 3 Mais fois d'affilée. Mais Camille, ça me dérange pas tant. Enfin, du coup, c'est pas tant ces gags, puisque ce qui m'a étonné en les regardant et en voyant les personnes qui allaient le voir au cinéma, c'était qu'il y avait quand même une réelle capacité de ces films, à créer des phrases cultes, à créer des personnages qui sont peut-être très mauvais mais attachants, et en tout cas qui créent une empathie, quoi. Et du coup, le fait qu'il y ait des gags qui se répètent, moi ça me dérange pas tant. Ok. Mais c'est plus
le fait qu'on sort pas jamais du comique des situations. On n'a jamais un autre type de comique, et en plus c'est toujours, mais ça on en parlera quand on parlera des comédies en général, mais c'est toujours du comique de situation fondé sur la lutte des classes et sur la comparaison pauvre-riche. Et je sais pas quand est-ce qu'en France on va pouvoir sortir de ce ce cadre minable, quoi, parce que mais ça peut être fait intelligemment. Enfin, j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est La vie est un long fleuve tranquille, qui évoque parfaitement, et le film c'est deux tons différents, mais enfin, La vie est un long fleuve tranquille est beaucoup plus pertinent sur le sujet. Moi, ce qui me dérange en plus dans Les Tuches, c'est qu'on peut dire oui, mais c'est bien, c'est un film populaire où tout le monde peut s'identifier à la famille. Jean-Paul Rouve l'a dit lui-même, on a tous quelque chose en nous des Tuches et tout ça. Enfin, moi je trouve que c'est une énorme hypocrisie. J'espère pas, ouais. Sinon, t'as un côté Tuche, Jacques. Mais moi je trouve que c'est une énorme hypocrisie. Et ce que je trouve le plus grave là-dedans, c'est qu'en fait, moi je faisais la comparaison avec une série qui est connue qui s'appelle Malcolm. Et qui était vraiment intéressante et qui avait un peu le même thème au final, vu que c'était une famille un peu de outcasts qui étaient mis à part, qui étaient tous un peu bêtes entre guillemets, et il y avait Malcolm qui était le surdoué de la famille qui essayait de s'en sortir au milieu de ça. Sauf que en fait, ce qui était dit dans Malcolm, c'était que la famille qui était mis à part, qui était maltraitée, qui était mal vue par l'ensemble des voisins et par l'ensemble de la ville même, et ben en fait, eux c'était peut-être pas les plus bizarres puisque la société autour était fondée sur de l'hypocrisie, sur des choses, et c'était vraiment ça que je trouvais hyper pertinent dans Malcolm. Et en fait, dans Les Tuches, ils essayent de faire quelque chose d'assez similaire puisque le petit dernier c'est un génie. Sauf qu'en fait, dans Les Tuches, même le petit dernier qui est un génie, on a l'impression qu'il est bête, et on a l'impression qu'en fait tout le monde est bête, pas seulement les Tuches, mais aussi le président de la République, les intellectuels, tous les gens autour. En fait, on a l'impression que tout le monde est con, sauf on se complaît là-dedans. Sauf les prolos qui ont le bon sens populaire. Non, mais même eux ils sont bêtes. Mais en fait, ils disent ils sont bêtes. Si, ils sont bêtes. Je suis désolé. Ils les présentent vraiment comme des débiles. Jeff Tuche, c'est un débile. Ouais, mais des honnêtes débiles. Oui, mais c'est ça en fait. Tout le monde est malade. Là, en fait, c'est ce qu'ils disent. Même, ils utilisent des phrases, mais qui sont bateaux et démagos comme pas possible. C'est, quand ils gagnent au loto, ils disent, oui, ok, on est devenu riche par l'argent, mais avant de gagner au loto, on était riche par l'amour. Enfin, moi, je trouve ça vraiment, mais... Moi, ça m'a fait pleurer, personnellement. ouais, mais c'est ça. Après, t'allais voir Joséphine Ange Gardien, elle a chialé encore plus. Mais je pense que c'est la blague, là. À ce niveau-là. Oui. J'espère, parce que mais non, moi je pense qu'il y a un petit côté, ça se prend au sérieux, et je pense qu'il y a des gens que ça touche vraiment. Enfin, mais je pense pas, parce que c'est quand même Olivier de Cadet Olivier, le mec, et c'est ça que je trouve qu'il y a du recul terrible sur ce qu'il fait. Exactement. Moi je pense qu'il y a du cynisme sur ce qu'il fait. Il sait concrètement que ce qu'il fait c'est nul, mais il sait que ça marche. Mais il y a du recul, et quand il fait des phrases comme ça, c'est pas pour les prendre au premier degré. Mais ce que je trouve dommage, c'est que c'est quand même un mec qui nous a énormément habitués un comique d'absurde, purement absurde, mais pas en tant que réalisateur. Non, mais pas en tant que réalisateur. Je veux dire, le mec il nous a fait rire quand même pendant assez longtemps, quoi. Donc des camoulox, quoi. Donc à partir du moment où tu inventes le camoulox, tu peux t'attendre à au moins être un peu drôle dans d'autres, et c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Mais même Rouve qui parfois est un peu drôle, là il l'est pas du tout. Du tout. Et Camille, tout à l'heure tu parlais du sujet un peu lutte des classes, etc., des Tuches. Pour moi, tu le vois juste à partir de celui-là, juste à partir du 3, où il se met, en tant que président, il a des mesures un petit peu sociales, il faut taxer le CAC 40, etc. Non, c'est pas vrai, dans le 1 aussi, par rapport au monégasque, c'est quand même... Non, pour moi, dans le 1, ils se vautrent ils deviennent riches, et du coup, ils font tout comme les riches. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contre-proposition. Non, ils montrent qu'il y a quand même une certaine maladresse, et puis on montre justement les personnages de riches monégasques, où justement ils montrent que c'est des gens qui sont hyper superficiels, qui pensent qu'à l'argent, qui n'ont pas l'esprit de famille, et c'est ça justement la lutte des classes, c'était d'avoir cette espèce de postulat que je trouve complètement débile, de dire que en fait les pauvres au moins ils ont une famille et ils s'aiment et ils ont l'amour, tandis que les riches ils sont forcément malheureux parce que tout ce qu'ils font c'est chercher à avoir de l'argent et à travailler tout le temps. Est-ce que tu retrouves Puissance 10 dans le 3e parce que les Parisiens sont représentés comme des petits péteux, les hommes politiques sont tous des connards malhonnêtes, ça c'est pas grave, mais oui. Oui, oui, mais ça peut être fait quand même beaucoup plus intelligemment que ça. Et enfin, moi, je demandais, de toute façon, je demandais pas ce que le film soit fait intelligemment, mais pas aussi bête, quoi. Mais il y a des blagues qui m'ont bien fait rire. Oula. Allez. Non, la grève, l'idée même de la grève générale à l'Élysée. Okay. Genre, avoir cette idée en fait m'a fait beaucoup rire. D'accord. Bon. Moi non, mais c'est parce que vous avez aucune conscience politique. Non, mais moi je peux dire. On est des connards de droite. Je peux dire aussi que le débat m'a fait à peu près rigoler. Le débat, je l'ai trouvé plutôt drôle.
pareil. Et en fait, à partir du moment où il est élu, par contre, j'ai clairement. rien eu. Et par contre, la salle, moi, se bidonnait. Ah ouais se bidonnait Ouais, moi aussi j'ai eu des grands On moments m'a de pas dit, solitude toi. dans la salle où Ouais. les gens se marraient sur des trucs Après, il y avait et personne dans la salle. Ah, nous, on était 10. On était Ouais, 10 mais dans la c'est- salle. c'était ça, bah, vous c'est- êtes pas arrivé aux bonnes séances, mais enfin de toute façon le film là il fait un énorme carton, c'est Ouais, l'un clairement. des meilleurs démarrages depuis Ouais. 2011 je crois pour un film français, depuis Bah, rien à depuis déclarer, Tuche, autre grand chef-d'œuvre. Et voilà, après on va, enfin je pense Énorme. qu'on va en bouffer un 4 et puis Ouais. ça va continuer comme Bah, ça. clairement, ça appelle un 4. Et puis, énorme carton, comme tu disais, mais qui est aussi porté par des bonnes critiques dans Le Monde, dans Le Figaro, dans Les Arocs, etc. Ouais, c'est assez Chose- étonnant, ça. Et là aussi il y a une énorme hypocrisie. Enfin, Qu'est-ce si tu me laisses en parler 2 minutes, Vas-y, mais... moi, le fait que les Arocs, enfin, quand on lit leurs critiques, mais je trouve ça pitoyable. Ils ont quand même eu cette phrase. Ils disent que ce film va être taxé comme bien pensant, diraient les gens de droite. Enfin, voilà. Enfin, de toute façon, si les Arocs, ils avaient des avis pertinents sur le cinéma, ça se saurait. Mais enfin, et puis Le Monde qui a défoncé certains films comme Dunkerque ou des films intéressants qui étaient sortis l'année dernière. Ouais. Et qui là fait une critique hyper positive des Tuches. Enfin, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Moi, je pense que c'est une espèce de posture d'intellectuel parisien qui se dit que, plutôt que de taper là-dessus bêtement comme vont le faire tout le monde, et bah moi justement, je prends du recul et j'amène cette posture-là, alors que je pense que c'est pas du tout pensé. Je pense qu'ils pensent la même chose que nous du film. Ouais. Camille Je pense que les critiques sont plus positives parce que le film est plus engagé à gauche. Je pense que c'est aussi simple que ça. Tu crois, tout Ouais. simplement Ouais, clairement. Puisque c'est malgré tout une des seules comédies basiques, on va dire, Mhm. en tout cas Classique. populaire dans le sens large du terme, Mhm. qui ne surfe pas sur un comique sur le racisme, Ils sur, en parlent quand même, hein. Ils en parlent à la fin, ouais. ils en parlent à la fin, mais c'est pas la base de l'humour et c'est pas et le comique de situation est pas fondé sur ça, contrairement à toutes les comédies. Ouais, comme qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Exactement, va coexister, tout Mais ça. du coup, moi, tu vois, par exemple, j'ai l'explication, typiquement, on va pas faire un débat sur les critiques, etc., mais j'ai l'explication totalement inverse aussi, parce que quand j'ai lu la critique du Figaro Magazine, qui a adoré aussi le film, etc., Enfin, ils ont fait un pour et un contre. alors que ils taxent le CAC 40, etc., enfin, typiquement, on pourrait imaginer que le côté un peu plus social déplairait au Figaro, pourtant. Et en fait, non, eux, ils ont adoré parce que c'était les gens de province face au parisianisme éclairé, etc. Enfin, c'était quelque chose aussi de très démago dans cette critique-là. Donc c'est assez étrange de voir, en tout cas, les grands journaux changer d'avis sur les Tuches et on sait pas trop pourquoi. Pour moi, quand c'est de même. la posture. Hein. Pour moi, il y a vraiment une grosse malhonnêteté. Et après, Parce que pour en très finir honnêtement- avec sur le débat sur la critique, on va citer Le Masque et la Plume qui ont complètement défoncé le film. Il y a même Eric Nehoff, grand critique éclairé, qui a quand même eu cette phrase que je trouve assez dure. C'est que le plus grave, c'est pas que Marine Le Pen passe au deuxième tour, mais c'est que autant de gens aillent voir les Tuches. Bon, je suis pas d'accord avec lui, mais après, moi, là où je les rejoins, c'est vrai que le film, je le trouve dramatique. Après que les gens aillent le voir, j'ai pas envie d'être médisant ou quoi que ce soit là-dessus. Les gens, ils vont voir ce qu'ils veulent. Et après aussi, ça dépend aussi de ce qu'on leur propose. Et c'est vrai qu'il y a une telle promo qui est faite sur le film qu'on peut rien y faire. Et puis, au final, aussi, ce qu'il faut savoir sur le succès du film, c'est que, comme les films de Danny Boone, c'est un type de film qui marche beaucoup en province. Et à Paris, ça fait pas tant d'entrées que ça. Et donc ça aussi, ça explique quelque part le succès du film. Et le fait de voir ça d'un point de vue parisien, c'est pas forcément hyper pertinent. Ok. Mais grâce à ça, on sait en tout cas qu'il y a un étau en face de l'Elysée. Oui. Et c'est peut-être. Et c'est ça, le plus c'est important. beau. C'est le plus important. Bon, comme toutes les semaines, un mot pour définir le film. Ouais. Et là, cette semaine, j'ai un mot. Ouais. J'en Tu ai- as un mot? j'en On ai est fiers un de cette toi. semaine. Bah, je vous laisse les dire avant, j'ai pas le mien. Je commence par qui? Camille? Moi, c'est abstention. Abstention. Oh là Ah, là. j'ai réfléchi, il j'ai est fort. réfléchi. Magnifique, magnifique. Moi, j'ai tout simplement affligeant. Affligeant. Et moi, A. Et puis moi, je vais dire triste. Franchement, moi, le film m'a rendu triste. Pour qui? Bah pour Pour le cinéma, pour plein d'aspects. C'était à peu près l'état dans lequel j'ai été. Ah, moi, je suis sans prendre sorti ça. vidé du film. Ouais, j'ai voulu partir 3 fois. Putain, ouais. Bon, on va passer à la deuxième partie de l'émission et on va se poser une grosse question qui est pourquoi est-ce que ce genre de comédie marche aujourd'hui en France? On a commencé à y répondre un petit peu. Ce serait bien qu'on aille un peu plus loin quand même parce que c'est vrai que les raisons sont quand même assez obscures. Ces comédies qui ont pourtant pas grand-chose pour elles. Je pense à des films avec Christian Clavier, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Je pense à Épouse-moi mon pote, qui est sorti aussi l'année dernière. Des comédies qui sont quand même assez problématiques dans ce qu'elles disent, qui sont pas toujours très drôles. Et pourtant ça marche bien et les mecs reviennent 2-3 mois, enfin 1 an après avec une nouvelle comédie, etc.
Alors on va commencer par notre angle d'entrée aujourd'hui avec les Tuches. Pourquoi est-ce que, selon vous, une saga comme les Tuches, ça marche, et ça marche surtout de mieux en mieux aujourd'hui en France? Camille? Mais du coup, je pense pas parler pas que des Tuches, mais en général. Mais pour moi, c'est pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a un aspect comparatif, et c'est pour ça que le premier commence du coup avec la voix off de Donald, etc. C'est parce que le spectateur peut juger de manière supérieure ce qu'il voit à l'écran, et du coup en rigoler puisqu'il se moque. C'est le même procédé pour moi que ce qu'on peut avoir dans la télé-réalité ou chez Hanouna ou des choses comme ça, qui provoquent une genre de catharsis quoi, à ce niveau-là. Et le deuxième point, c'est ce qui est assez marrant dans toutes les grosses comédies populaires de ce type les trucs de Christian Clavier, ou Épouse-moi mon pote, ou des choses comme ça, c'est que ça se fonde sur des tendances sociales profondes, et qui ont, et à mon avis, c'est même si c'est mal fait, même si c'est fait avec énormément de mauvais goût, ces comédies ont pour rôle de rendre acceptable les évolutions de la société pour la majorité de la société. C'est-à-dire que selon toi... Ce qui est décidé par une minorité, par exemple les homosexuels, les véganes, les Roms... Non mais si, mais dans un film de Clavier, il y a des Roms. Oui, non mais ok. Et donc ce qui représente un changement d'acceptation pour ensuite la majorité, à mon avis, ça passe aussi, pas seulement, mais ça passe aussi par ce type de comédie qui permet de le banaliser en fait. Tout simplement. De le banaliser en se foutant de leur gueule quand même la plupart du temps. À mettre très clairement. Mais à mon avis, ça a quand même un rôle malgré tout à ce niveau-là, et qui est pas forcément pas que négatif. C'est pas parce que tu te fous de la gueule de... Oui, c'est une manière de l'accepter aussi et le rendre visible. Voilà. Puisqu'il y a plein de gens qui n'ont pas ça de manière visible au quotidien. Ouais. Ambroise? Moi je trouve que l'aspect foutage de gueule il est assez important, vu que comme tu vois, t'as parlé d'Hanouna, en fait c'est pas foutage de gueule, nous on entend foutage de gueule, mais enfin c'est l'aspect chambrage, tu vois, c'est genre on se moque mais on aime bien quand même, et il y a ça dans les Tuches. Après je pense que ça dépend, je pense que les gens ils doivent avoir différentes visions de ça. J'en ai parlé avec des gens autour de moi qui apprécient plutôt bien le film, et il y a un sentiment d'identification pour certaines familles, le fait que ce soit une famille unie avec des valeurs assez simples. Il y en a qui arrivent quand même à se reconnaître là-dedans. Moi j'ai du mal à comprendre ça, mais pourquoi pas, je dis pourquoi pas. Mais non, mais dans ces valeurs-là, tout le monde peut se reconnaître clairement. Oui, non, mais en fait, c'est ça, le truc, c'est que les valeurs de la famille, c'est pas forcément réservé que aux classes populaires ou aux classes riches ou quoi que ce soit. C'est pas du tout un problème de classe. Et non, après moi, ce qui me dérange les comédies françaises qui ont eu du succès ces derniers temps, faut les voir différemment quand même, parce que c'est pas du tout le même ciblage. Par exemple, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ça a rencontré un énorme succès, et pour certains, c'était considéré un peu comme une comédie de droite, parce que ça parle quand même d'une classe bourgeoise, avec des gens qui sont quand même plutôt riches, et ça avait un côté rassurant en fait, parce que le thème global du film, c'était on est tous un peu le raciste de quelqu'un. Enfin, c'était comme ça que c'était vu. Moi, j'ai une autre vision de ça, c'est-à-dire quelle que soit ton origine, tant que tu gagnes de l'argent, et c'est pas grave. Mais après, voilà, ça dépend comment on interprète le film. Mais c'est vrai qu'en France, après les comédies de Philippe Lachaud, donc que ce soit Babysitting, Alibi.com, moi je trouve, j'aime pas tous les films, j'aime bien Babysitting, mais après ceux qu'ils ont fait après, c'est un peu plus problématique. Et en fait, c'est des petits films qui tiennent sur des concepts d'une heure et demie et qui sont assez efficaces. C'est un sketch. Donc, c'est un sketch. Ouais, c'est ça en fait. C'est des sketchs d'une heure et demie, et parfois ça se tient. J'ai vu Alibi.com il y a pas longtemps. Le film est pas bon, clairement, mais il y a quand même 2-3 trucs qui m'ont fait rire, contrairement aux Tuches. Et c'est pour ça. Mais après, quand on voit ce qui se fait en termes de comédie aux États-Unis avec Will Ferrell, ou même en Espagne avec les films d'Alex de la Iglesia, on est quand même à des années-lumière de tout ça, quoi. Et des bonnes comédies françaises sur les dernières années, il y en a vraiment très peu, quoi. Ouais, t'as quand même Toledano et Nakache qui arrivent à faire mais c'est plus que de comédie, tu vois. Faire des bonnes comédies, et là encore, on n'est pas dans la simplicité qui est tout simplement de décaler un groupe ou un personnage dans un groupe social auquel il ne devrait pas. Intouchable, c'est ça. Il n'appartient pas. C'est ça, mais c'est 10 fois plus pertinent. Ça veut dire qu'en fait, quelle que soit la classe sociale et tout, on peut se retrouver, et c'est pas fait de façon démago ou cynique comme ça peut être le cas dans les Tuches ou dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Même Bienvenue chez les Ch'tis, qui est pareil, c'est l'idée de mettre un sudiste chez les nordistes. C'est quand même pareil, le niveau zéro, sauf que c'est fait avec 10 fois plus de finesse.
à ce niveau-là. Alors là, Si, quand même. Bienvenue chez les Ch'tis, c'est Mais quand bien même. mieux pour moi que toutes les comédies qui sont sorties depuis. moi, c'est légèrement Tu voulais mieux, nous mais ça parler reste quand même d'une hyper comédie, simplé. Camille, pardon. Non, tu voulais nous parler d'une comédie. Oui, moi j'avais une bonne comédie quand même dont je voulais parler que j'avais vue cette année. C'était Problemos avec Eric Judor. Qui raconte en fait l'histoire d'une petite famille de bobos parisiens qui arrivent dans une ZAD, et donc là encore une fois le décalage est total et on est sur cette grosse ficelle de la comédie française, sauf que là c'est fait avec du burlesque, de l'absurde, et c'est hyper drôle, c'est vraiment une très très bonne comédie. Je veux pas vous spoiler parce que pour le coup l'histoire est importante dans ce film là, mais c'est vraiment une comédie où je me suis marré du début jusqu'à la fin. Enfin, Ambroise. Bah après ouais, un exemple de, on en avait parlé, mais l'exemple de bonne comédie qu'il y a eu récemment, ça date quand même de 2015 et c'est Comment c'est loin de Orelsan du coup, et qui est un film un peu autobiographique de leurs aventures à Caen avec son pote Gringe. Et en fait le truc c'est que c'est pas la meilleure comédie de tous les temps, mais au moins il y a une véritable honnêteté dans comment c'est fait, et l'univers tel qu'il est créé, il est hyper cohérent de A à Z, c'est-à-dire que ils font pas des blagues burlesques parce que ça collerait pas, il y a pas de grandes stars dans le film, enfin il y a pas d'acteurs connus parce que on veut que ça reste justement à hauteur d'homme, et je trouve ça quand même ultra grave que ce soit un rappeur, Orelsan, qui ait fait l'une des comédies, pareil en termes de mise en scène, c'est pas enfin voilà, t'as pas des travelling de malade, t'as pas des plans séquences de fous furieux, mais au moins c'est cadré, c'est bien fait, la lumière elle est correcte, et voilà, le film il rentre, tu vois un film d'1h30 et t'as pas l'impression de t'être fait avoir, quoi, comme sur 95% des comédies telles qu'on les voit, quoi. Ouais, clairement. Mais je pense que c'est une question d'audience aussi, que t'auras pas toujours les grosses comédies populaires. Un peu crassouille pour j'aime bien, et qui seront toujours là, quoi, et c'est ça qui est bien de temps en temps, d'autres auteurs qui vont tenter des choses un peu plus intéressantes, quoi. Tu vois, Problemos ça a fait un four total. Clairement. Comment c'est loin, pareil, ça a pas super cartonné, quoi. Bon, en tout cas, on vous a donné deux conseils de bonne comédie, parce qu'il va falloir se préparer pour les prochains mois, parce que je crois qu'Ambroise t'as fait un peu la recension. Alors j'ai fait la liste, et en 2018 on va être bien. Déjà au mois de janvier on a quand même eu Momo avec Christian Clavier et Catherine Fro, que je n'ai pas vu mais que je ne veux absolument pas voir. On a eu les Tuches 3, on va avoir La Ch'tite Famille fin février, on va avoir l'adaptation BD de Spirou et Fantasio, on va avoir l'adaptation de la BD Gaston Lagaffe, on va avoir 100% vegan, auquel il va falloir se préparer puisque c'est réalisé par Fabien Oteniente, le réalisateur de la trilogie Camping. Ce sera avec Christian Clavier et Josiane Balasco, des petits acteurs qui débutent. Faudra se mouiller la nuque. Et vraiment se mouiller la nuque, ouais. Et du coup ça raconte l'histoire de bouchers basques qui vont rencontrer leur gendre qui est vegan. Donc encore une fois des rencontres de personnes qui ont des a priori totalement différents. Tous les opposent, et pourtant tous les opposent, et à la fin on va avoir une très belle morale. On va se rendre compte qu'au final être vegan c'est cool, ou alors c'est le vegan qui va commencer à bouffer de la viande et qui va trouver ça génial. On peut pas, t'imagines. Le suspense est intenable. Et puis on va avoir Nicky Larson du coup par Philippe Lachaud, donc de l'équipe d'Alibi.com et tout ça, ce qui me fait personnellement très très peur. Ok, bon tant de films dont on ne parlera pas dans les prochains épisodes, c'était la quinzaine. Je vous propose qu'on s'arrête ici pour cette semaine. Merci à tous les deux. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube, SoundCloud, comme toujours. N'hésitez pas à nous liker où que vous nous trouviez. Et puis à bientôt. Salut.